Voilà pour la musique de l'Auraverse. Je vous propose tout de suite de parler des packs musique que nous avons mis en place ici à la médiathèque. Je vous ai parlé la semaine dernière de notre partenariat avec la bibliothèque départementale. Nous avons récupéré un grand nombre de disques de musique qui nous permettent un peu d'étoffer nos collections musicales. Nous proposons donc suite à ça tout simplement un retour des packs CD. Alors les packs CD on l'avait mis en place dans l'ancienne médiathèque parce qu'on ne pouvait proposer que 2 CD au prêt à l'époque, ce qui était assez peu, et du coup on avait proposé à nos lecteurs d'emprunter des packs. À l'intérieur il se trouvait 5 CD et ils les empruntaient comme un seul prêt. Donc maintenant vous pouvez emprunter jusqu'à 13 documents à la fois, y compris donc des CD. Alors ça n'avait plus vraiment de sens, on les a sortis du prêt, mais on va recommencer ces packs CD, vous les emprunterez cette fois-ci, ça comptera comme 5 CD, donc c'est des packs avec 5 CD à l'intérieur, vous en emprunterez, ça comptera comme 5 CD, ce qui vous laisse encore de la place pour emprunter plein d'autres documents, mais ça nous permet nous de vous proposer des thématiques sur plusieurs albums. Et le premier que nous allons proposer, c'est celui sur le rock progressif. Alors le rock progressif, c'est un sous-genre assez imposant et pourtant assez peu connu, même par les amateurs de rock, parce qu'il a été extrêmement mal aimé dans les années 80 et années 90. Ça a été le rock progressif un des déclencheurs du punk. C'est-à-dire que le punk s'est construit, en tout cas dans sa mythologie, on va dire, sur s'est construit sur la prétention un peu trop ambitieuse du rock progressif, et même maintenant ça a depuis créé un espèce de clivage dans le rock. Les personnes qui sont très rock puristes sont tout à fait opposées à la façon de faire du rock progressif, qui est, on va dire, une musique qui est extrêmement ambitieuse, qui va chercher dans tous les genres et qui peut parfois paraître un petit peu prétentieuse. C'est donc suite à cette musique-là, qui a commencé dans les années 60 et s'est terminée, enfin se poursuit toujours, mais qui a causé un gros clash à la fin des années 70, notamment grâce ou à cause du punk, suivant là où on se pose. Suite au punk, le rock progressif a un petit peu décliné dans les années 90 et est revenu sur le devant de la scène par beaucoup de groupes plutôt jeunes qui ont aimé leur manière de défricher un petit peu les genres et de repousser un petit peu les frontières du rock. Voilà, donc le rock progressif, ce sera l'objet du premier pack CD que je vous propose aujourd'hui. Donc un pack formé de 5 CD. Chaque CD proposera une décennie. Donc le premier CD, c'est King Crimson pour les années 60, Robert Wyatt pour les années 70, Tool pour les années 90, donc j'ai délibérément passé les années 80 qui ont été assez exécrables pour le rock progressif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des bons albums de rock prog dans cette année-là, mais on va dire que les années 80 ça a été vraiment la chute des grands groupes de rock prog, ou la fin de ces grands groupes. Et pour les années 2000, j'ai choisi donc Mars Volta, un des groupes les plus intéressants du rock de manière générale, et qui est un petit peu le porte-étendard d'une des branches du rock progressif, et Opeth, un groupe de métal qui a sorti en 2012, je crois, j'ai plus le titre en tête, mais je crois bien que c'est ça, 2010, un disque délibérément porté vers le rock prog des années 70. Nous allons donc faire un petit dossier, on va dire, sur le rock progressif. En 1967, donc, la Grande-Bretagne fournit depuis 4 années à toute la planète un genre à l'époque nouveau et populaire. C'est donc la pop musique britannique. Les Beatles en sont les principaux initiateurs, et ils décident un petit peu avant 67, à partir de l'album Rubber Soul et surtout l'album Revolver, de se porter sur principalement le travail en studio, et ils vont porter alors, à l'époque, la pop musique et le rock vers une expérimentation tout à fait nouvelle à l'époque. Ils sortent en 1967
après 129 jours passés en studio, donc à l'époque les Beatles ne font plus du tout de concerts, uniquement des albums studio. Ils sortent après 129 jours passés en studio à faire des expérimentations techniques d'abord. À l'époque, on enregistre sur des bandes magnétiques, donc en utilisant les bandes magnétiques pour produire des sons qui n'ont jamais été sortis, puis aussi à composer de manière tout à fait nouvelle. Ils sortent donc Sgt. Pepper's, qui est à l'époque un séisme tout à fait conséquent dans la pop culture de l'époque, donc bien au-delà de la musique, mais pour le monde de la musique, c'est l'équivalent du Big Bang. C'est-à-dire que à partir de cet album-là, l'univers qui est musical, qui a été créé par les Beatles, ne va pas cesser de s'étendre et va révéler au fur et à mesure des années de nombreuses ramifications. Voilà, à partir de cette soupe cosmique, dont on pourrait dire, à partir de cette soupe cosmique de l'époque, de nombreux groupes qui sont dans le genre musical, on va dire rock psychédélique. À l'époque, on parle pas de rock progressif, c'est plutôt du rock psychédélique, c'est-à-dire porté sur la consommation des drogues, des drogues psychédéliques, donc le LSD et les acides, qui donnent à la musique une manière de faire assez particulière entre l'expérimentation studio assez pointilleuse, mais aussi l'improvisation lors de sessions d'enregistrement. Ça donne ça donne une façon de faire assez particulière et ça donne surtout une couleur très particulière aux albums. À partir de ce rock psychédélique, et depuis la sortie de Sgt. Pepper's, des groupes vont se servir des portes qui ont été ouvertes par les Beatles pour aller vers une expérimentation encore plus importante. Et c'est 2 ans plus tard, en 1969, que sortira l'album In the Court of the Crimson King, excusez-moi pour l'accent, des King Crimson, un groupe tout jeune à l'époque. Alors, il faut savoir aussi, avant que j'arrive sur King Crimson, que ça n'est pas le premier groupe, on va dire, de rock progressif. Les Pink Floyd avaient sorti déjà en 67 des albums très portés là aussi sur l'expérimentation, mais qui restaient encore proches de la folk et du rock psychédélique, donc très influencés par les drogues. Et même les Pink Floyd ne sortiront pas d'albums réellement expérimentaux avant 69. Donc la même année où sort In the Court of the Crimson King, mais cet album des King Crimson qui sort en juillet 69 va de par son succès et de par évidemment l'expérimentation qui sont faits dans cet album, ouvrir grand les vannes vers ce nouveau genre que sera le rock progressif. Alors King Crimson, c'est un groupe qui a été formé depuis quelques années. Il se forme pas en 69, il se forme en 67, je crois bien, qui va faire son petit effet notamment par les concerts tout à fait époustouflants qu'il produit à l'époque. Ils seront remarqués par les Rolling Stones qui leur proposeront de jouer au concert, au Hyde Park concert, qui est un concert très fameux, un concert gratuit qui avait été proposé par les Rolling Stones en 69. Je crois que ça a été proposé d'ailleurs en mémoire de la mort de Brian Johnson, l'un des chanteurs des Rolling Stones qui a été retrouvé mort dans sa piscine. Donc en juillet 69, les King Crimson sont sur scène à ce moment-là devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ça va asseoir leur notoriété et 3 mois plus tard, oui j'ai dit qu'ils sortaient leur premier album en juillet 69, non c'est le concert qui a lieu en juillet 69, 3 mois plus tard, en octobre, sort In the Court of Crimson King, donc acte fondateur du rock progressif. Le succès est alors donc incroyable. L'album va supplanter même au Japon le Abbey Road des Beatles qui est alors en première place. L'album va se trouver en première place au Japon devant l'album des Beatles, qui est tout à fait considérable, surtout pour un premier album d'un groupe à l'époque à peu près inconnu. Donc suite à cet album, le groupe va commencer une espèce de valse des musiciens. Alors King Crimson, c'est un groupe qui a toujours été un peu en crise au niveau de sa formation, de son line-up. Et si en 1969, c'est un groupe tout à fait à part entière avec plusieurs personnalités très importantes, au fur et à mesure des albums qu'ils produiront par la suite, c'est Robert Fripp, le guitariste, qui va devenir un petit peu le chef d'orchestre de cette formation. Et même si le groupe a
s'est toujours tenu un petit peu à côté de cette scène rock progressif qu'il a pourtant largement contribué à créer. Ils vont produire des albums, 6 albums jusqu'en 74, donc vous imaginez 69-74, ils produisent 6 albums, ce qui est quand même tout à fait considérable. Quand on imagine maintenant qu'un groupe met à peu près 2 ans à peu près à sortir un nouvel album, là ici en 74, ils mettent donc 6 albums entre 69 et 74, c'est tout à fait important, surtout qu'à chaque album, King Crimson creuse toujours plus profond l'expérimentation et le sillage de ce qu'on appellera donc le rock progressif. Avec cette particularité qu'a King Crimson d'aller vers quelque chose, une musique toujours plus sombre et toujours plus dure. Pour revenir à In the Court of the Crimson King, donc le premier album sorti en 69, il propose une base de composition et puis de couleurs musicales très variées, avec un groove un petit peu jazz, avec des influences très importantes de la musique classique, mais aussi évidemment du rock psychédélique, donc qu'on joue beaucoup à l'époque, mais aussi avec une expérimentation liée aussi au buff, au jam, c'est-à-dire à la musique improvisée. D'ailleurs, Robert Fripp dira quand sort l'album The Court of Crimson King et que les gens trouvent la musique absolument effarante, il dit ceux qui n'ont pas été dans les concerts des années 60 n'entendent avec le disque qu'une petite partie de la frénésie qui a été la composition de cet album. C'est-à-dire que tout paraît très calculé dans l'album, c'est très sophistiqué au niveau de la composition, et pourtant c'est quelque chose qui est très porté sur la musique improvisée, la musique en buff, le jam band, comme on en fait beaucoup à l'époque. Et cette façon de faire va un petit peu se défaire, on va dire, au fur et à mesure des albums de King Crimson, qui aime beaucoup se renouveler de manière assez radicale. Au fur et à mesure de ces albums, la musique va devenir de moins en moins jam, entre guillemets, de moins en moins portée sur une rythmique jazz, et de plus en plus vers un rock dur, très expérimental et tout à fait novateur donc pour l'époque, et même maintenant quand on réécoute les albums de cette époque-là, c'est absolument novateur. Donc pour la musique de In the Court of Crimson King, vous viendrez l'écouter là dans ce pack CD. C'est tout à fait éblouissant. On part deux morceaux très proches de la musique de film, assez enlevés, assez joyeux, avec l'incorporation de beaucoup d'instruments de musique. Ça, c'est un des éléments très importants qu'il y aura ensuite dans le rock progressif. Ça va être l'intégration d'instruments. Alors soit venant de la musique classique, soit dans du jazz, le saxophone, la musique classique, les flûtes et les instruments à vent, qui vont être presque même un des abus, on va dire, de la musique du rock progressif, qui va beaucoup abuser des flûtes, du flutio, qui sera très moqué par les punks par la suite. Mais King Crimson va aussi utiliser un des instruments phares de ces années-là, le mélotron, une sorte d'ancêtre du synthétiseur qui propose des sonorités assez étonnante, c'est-à-dire que le mélotron, c'est un piano, un synthétiseur, un ancêtre du synthétiseur, donc qui va essayer de supplanter en fait un orchestre, tout simplement. En fait, le son sera si particulier qui deviendra un son. Maintenant, on utilise un mélotron. C'est un son particulier qui est lié au mélotron. Donc, il utilisera énormément dans ses compositions, notamment dans sa partie plus, on va dire pop, prog, du tout début des années 70. Il le délaissera par la suite lorsque King Crimson fera des albums bien plus durs. Voilà pour l'acte fondateur du rock progressif, donc In the Court of Crimson King, qui marque la fin des années 60 et l'âge d'or du rock progressif du tout début des années 70. Donc autre rejeton du rock progressif, deuxième album que j'ai sélectionné dans ce pack du rock progressif, qui symbolisera plus pour ce pack-là, les années 70, c'est Rock Bottom de Robert Wyatt. Robert Wyatt qui œuvre dans le rock progressif, dans le rock psychédélique dès le milieu des années 60 avec son groupe The Soft Machine, qui est lui très porté sur une rythmique jazz, et c'est d'ailleurs une des raisons qui poussera Robert Wyatt à partir du groupe ou à se faire évincer du groupe.
On sait pas trop. En tout cas, Robert Wyatt regrette à l'époque que Soft Machine, un groupe à l'époque assez reconnu dans le genre rock, folk, jazz, psychédélique, hein, il y a une espèce de mélange des genres qui se fait à l'époque. Donc il regrette lui le côté un petit peu jazz. Trop prononcé du groupe Soft Machine. Il crée donc lorsqu'il est évincé du groupe en 1971, il crée le groupe Machine Moll, qui est un petit peu une traduction presque à la française de Soft Machine. Il crée donc le groupe Machine Moll qui sortira, il me semble, 2 albums avant que Robert Wyatt ait un accident assez important. Il tombera du 4e étage lors d'une soirée apparemment très arrosée et très porté et très arrosé, et puis évidemment utilisant beaucoup de LSD. On ne sait pas trop si c'est les LSD qui ont précipité sa chute du 4e étage, donc d'une fenêtre, ou il y a une anecdote qui dit que peut-être Robert Wyatt a été surpris par sa femme en train de courtiser une autre femme, et il aura essayé de lui échapper en passant par le 4e étage. C'est un peu particulier, mais voilà, il saute du 4e étage d'un immeuble. Il est depuis paralysé des jambes. Alors Robert Wyatt, il faut savoir que c'est à l'époque un batteur. Il est batteur de Soft Machine et même de Machine Moll, même s'il a un compositeur assez important, même dans The Soft Machine et évidemment dans Machine Moll, le groupe qu'il a créé. Donc suite à sa chute et donc à sa paralysie des 2 jambes, il va sortir des albums solo, et donc le très très fameux Rock Bottom qu'il a composé en partie après sa convalescence en fait. Ça va être donc le 2e album solo de Robert Wyatt. Il sera produit par Robert Fripp, donc fameux chef d'orchestre de King Crimson, qui va donc avoir un succès critique assez retentissant à l'époque. Il va proposer en fait un petit peu une synthèse de ce que fait le rock psychédélique à l'époque, mais vers une épure minimaliste si importante que le rock progressif va l'intégrer aussi dans son sillon. C'est-à-dire que le rock progressif à l'époque tire un petit peu dans tous les sens. C'est pas vraiment une scène en tant que telle, mais on va dire que la subtilité de la composition, la veine minimaliste extrêmement pour l'époque en tout cas expérimentale, va donner à l'album Rock Bottom une aura toute particulière et une importance très importante dans le rock et le rock progressif de l'époque. Voilà, l'album a été produit par Nick Mason des Pink Floyd. Oui, voilà, je me suis trompé. En fait, l'album Rock Bottom est produit par Nick Mason, mais le précédent album des Machine Moll, donc c'est celui-ci qui a été produit par Robert Fripp des King Crimson. Voilà, j'ai inversé un petit peu les albums. Mais on est donc bien dans l'univers du rock progressif. Donc Nick Mason qui est le batteur des Pink Floyd. Les Pink Floyd à l'époque, donc des années 70, c'est un petit peu Dieu sur terre dans le rock progressif. Ils ont commencé donc dans le rock psychédélique, mais avec l'éviction de Syd Barrett du groupe, ils se sont portés vers une musique expérimentale qui a été un des très grands fondateurs du rock progressif. Je n'ai pas intégré les Pink Floyd dans ce pack rock progressif, déjà parce qu'ils sont très connus, donc ça ne m'a pas paru très important de les mettre là-dedans, mais on fera peut-être un prochain pack sur le rock progressif, parce qu'il y a énormément de groupes qui sortent, et 5 disques c'est évidemment assez restreint pour parler du rock progressif. Voilà, donc pour les années 70, j'ai choisi donc ce Rock Bottom de Robert Wyatt, qui est un excellent album de toute manière dans le rock de manière générale, et si vous ne le connaissez pas, vous allez être, je le sais, conquis par la subtilité donc des compositions de Robert Wyatt et le côté complètement intemporel de cet album. J'ai choisi de pas prendre de disques donc dans les années 80, parce que les années 80 vont voir, enfin la fin des années 70 va voir les groupes de rock progressif prendre de plus en plus d'importance. Je pense notamment à Yes, à ELP, à King Crimson, mais qui va rapidement
qui va rapidement splitter, donc le groupe va s'arrêter au tout début des années 80, et les groupes de rock progressif, alors est-ce que c'est dû au succès de ces groupes, on ne sait pas trop, va commencer à produire une musique de plus en plus calibrée, de plus en plus portée vers les radios. Oui, donc j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais l'une des caractéristiques des musiques progressifs, c'est de faire des morceaux souvent à rallonge, en tout cas pas calibrés pour la radio, c'est-à-dire pas 2 minutes 30 ou 3 minutes comme il se faisait déjà à l'époque pour passer à la radio. Hein. Les morceaux les plus courts, en général, sont les plus appréciés par les auditeurs parce qu'ils sont très rapidement écoutés et assimilés. Donc le rock progressif avait aussi cette manière-là de proposer une musique expérimentale et aventureuse en proposant des titres assez à rallonge. Et ça va se perdre au courant des années 70, tout comme l'expérimentation. Des groupes comme Yes vont devenir des groupes presque pop, en tout cas très portés sur les tubes radio, et ça va devenir la risée un petit peu du rock à partir du mouvement punk, qui va être une vague considérable et qui va complètement changer les codes de la composition rock à l'époque, et qui va un petit peu ridiculiser les ambitions parfois un petit peu prises de tête et on peut le dire des fois prétentieuses des groupes de rock progressif qui faisaient des grands opéras rock, des fresques très ambitieuses, notamment parce que les groupes de rock progressif aimaient faire des albums on appelle ça des concept albums, c'est-à-dire que le format album va devenir le format principal des groupes de rock progressif, et parfois tous les titres d'un album va se tourner vers soit une thématique, soit une histoire, soit en tout cas tous les morceaux vont vers un concept particulier. Donc on appelait ça les albums concept. Et le premier à faire état de cette façon de composer, ça a été donc le Sgt Pepper's des Beatles. Le Sgt Pepper's des Beatles, donc sorti en 69, comme on l'a dit tout à l'heure, propose en fait une histoire autour d'un groupe fictif qui est le groupe du Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band, un groupe de fanfare un petit peu imaginé par Paul McCartney. Donc les concept albums vont être aussi un objet de prétention par les punks, qui vont revenir à des morceaux bien plus brutaux, bien plus courts et bien plus sauvages, qui avaient délaissé un petit peu les groupes les plus connus du rock progressif. Donc les années 80, même s'il y a eu des bons albums, on va dire que c'est un petit peu la bérésina pour les groupes de rock progressif. La plupart vont s'arrêter, les Pink Floyd vont se séparer dans les années 80, King Crimson se sépare dans les années 80, Yes va partir vers une musique un petit peu plus populaire, pour le dire gentiment, et tourner vers les radios, et nombre de groupes de rock ne se remettront pas de cette vague punk qui va changer un petit peu, donc je l'ai déjà dit, les codes de composition du rock de cette époque. Mais dans les années 90 vont ressurgir un petit peu des nouveaux groupes, des nouveaux loups qui vont prendre dans le rock progressif des années 60 et 70 le côté radical de la composition. Donc dans les années 90, on est dans un hard rock triomphant, souvent porté toujours sur une composition simple et calibrée visée par les radios, et émerge un groupe dans les années 90. On va dire que c'est un des groupes qui va porter l'esprit du rock progressif vers mais dans sa substantifique moelle, c'est-à-dire dans sa manière de composer tout d'abord. Et ce groupe, c'est Tool qui propose en 1993 un album tout à fait particulier. Alors Tool, c'est un groupe qui est composé par des jeunes musiciens, mais qui sont déjà tous établis dans des professions diverses et variées à Los Angeles à l'époque. Le batteur Danny Carey est déjà un batteur de studio assez connu et reconnu. Le guitariste est
est l'un des membres très importants du groupe, est déjà un artiste dans les effets spéciaux, lui aussi assez reconnu dans le monde du cinéma. Donc en fait, le groupe se caractérise principalement par une volonté de produire une musique aventureuse, expérimentale et puissante, mais qui n'est pas portée vers le succès, puisque tous les membres du groupe ont déjà un boulot et ils sont pas, on va dire que c'est pas la fin qui va supporter leur succès. Ils n'ont pas une volonté de réussir à tout prix, parce qu'ils ont déjà un boulot qui permet de leur payer leurs factures. C'est donc dans une optique assez radicale que va se porter Tool, et ils vont prendre à leur compte le sillon qui a été creusé par King Crimson à la fin des années 70 vers une musique extrêmement sombre, très puissante, et portée vers une expérimentation et un travail sur les rythmiques extrêmement sophistiqué. Donc dans cet album de 1993 qui s'appelle Undertow, les morceaux restent encore assez courts, même si on flirte souvent avec les 5 minutes dans leurs morceaux, mais déjà on a cet aspect et ce retour vers un rock progressif qu'on appelle déjà métal progressif à l'époque, parce que le son est tellement radical, sombre et lourd que ce sont les groupes de métal qui vont le prendre à leur compte, surtout dans les années 90. Mais là, on est encore avec Tool dans un genre, on va dire, inclassable. En 93, on est à la sortie du grunge. Nirvana a déjà connu un succès phénoménal, et Kurt Cobain n'est pas encore mort, donc le groupe est à la fois considéré comme un groupe grunge, puis après dans le néo-metal, quand le metal va faire fusion avec tout un tas de genres, ils sont considérés comme fusion, et puis dans les albums qui suivront, le côté expérimental et progressif va être de plus en plus marqué, et il est considéré même maintenant, puisque le groupe est encore actif, même s'il produit peu d'albums, comme un groupe de rock metal progressif. En fait, il est tout à fait inclassable, et on le trouve à la fois dans les fans de rock, dans les fans de metal et dans les fans de rock progressif, évidemment. Voilà pour Tool et les années 90. Tool va ouvrir une brèche assez importante parce qu'ils vont avoir un succès public très important, et évidemment un succès donc commercial, mais aussi un succès dans les critiques. Donc s'en suivront une production parfois de groupes qui vont chercher à aller vers à la fois une musique qui sera expérimentale, mais qui sera aussi ouvert à tout un tas qui sera aussi ouvert vers une musique accessible, donc expérimentale mais accessible. Et en ça, le quatrième groupe que j'ai choisi, qui marque, on va dire, le groupe des années 2000, c'est Mars Volta. Alors Mars Volta s'inscrit un petit peu dans le sillon de Tool, parce que Tool a eu quand même un assez important succès et critique, et c'est important, commercial, c'est-à-dire que les maisons de disques se sont dit, tiens, on pourrait tenter de produire un petit peu des groupes qui vont vers une expérimentation et puis essayent des choses qui ne se font pas un petit peu dans le rock. Et puis il faut dire aussi que le rock de la fin des années 90, début 2000 commence un petit peu à ronronner. On a du mal à trouver des nouveautés très importantes, pas vraiment de nouvelles vagues, pas vraiment de choses très portées sur le futur. Il y a beaucoup de nouvelles vagues, on va dire, qui sont plutôt passéistes, du genre White Stripes, qui recycle un petit peu le hard rock des années 70 sur un mode combo, donc minimaliste. Mais bref, le sillon qui a été creusé par Tool amène à certains groupes comme Mars Volta d'émerger. Donc en fait, Mars Volta, je dis émerger, en réalité c'est un groupe qui est déjà bien assis au moment même où il va sortir son premier disque. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a été fondé suite à la dissolution d'un autre groupe assez fameux, Hide the Driving, un groupe de punk, figurez-vous, qui a eu son moment de gloire à la fin des années 90, surtout aux États-Unis, assez peu en Europe, mais un groupe de punk comme on y en avait des tonnes dans les années 90.
punk assez mélodique. Hein. Le groupe Hide the Driving donc se dissout. Son guitariste et principal compositeur et son chanteur avec une voix très particulière vont se reformer un nouveau groupe, donc The Mars Volta. Qui va sortir un premier album qui va être qui va poser une pierre angulaire d'un nouveau genre de rock. Alors, The Mars Volta, c'est une tornade, hein, c'est-à-dire que ça va aspirer une galaxie de genres issus du rock, mais pas que, tous les genres du rock progressif, mais aussi un petit peu de jazz, beaucoup d'influences de type Frank Zappa, mais aussi de musique afro-américaine. Tout ça va se mélanger dans cette tornade donc qu'est Mars Volta et sortir un album qui ne ressemble à rien de ce qui avait été fait à l'époque et qui lorgne très dangereusement sur les plates-bandes du rock progressif. Alors c'est assez truculent de voir un groupe qui sort qui est issu d'un ancien groupe de punk, le punk qui a donc je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu mis fin à l'âge d'or du rock progressif, et là The Mars Volta qui renouvelle le genre du rock progressif qui est issu du punk. C'est un petit peu la boucle est bouclée et on a tout l'histoire du rock qui se retrouve dans parfois même un morceau de Mars Volta. Alors le disque que je vous propose là, Octaédron, est en fait le 4e, je crois, disque de Mars Volta. J'ai pas choisi les 2 ou 3 premiers albums parce qu'ils sont assez, c'est pas les plus faciles d'accès, ils sont pas difficiles d'accès puisque c'est quand même une musique qui passe à la radio, et puis surtout qui a eu un succès assez important parmi le public, mais qui est parfois assez dur à écouter, hein, quand même. Par contre, l'album Octaédron est probablement le plus facile d'accès, le plus calme aussi, mais qui contient également tous les éléments qui fait la saveur de Mars Volta et qui l'inscrit également dans le rock progressif, toute nouvelle génération des années 2000 donc. Mars Volta, il faut savoir aussi, est un des rares groupes qui continue à perpétuer la façon de faire des albums concept, c'est-à-dire qu'ils abordent chacun de leurs albums avec une histoire, une ligne directrice sur laquelle tous les morceaux vont se greffer. Alors c'est pas une histoire comme certains le font, ils font une histoire par exemple d'un personnage et il va évoluer au long des morceaux. Là c'est plutôt, il y a un contexte général, par exemple Francis the Mute, dont on a un des albums ici à la bibliothèque, si vous intéresse, un des meilleurs de Mars Volta. Il s'est construit autour d'un journal d'une personne qui a été retrouvée. Alors, ils savent pas, les membres de Mars Volta ne savent même pas qui est cette personne. Ils ont retrouvé son journal intime d'une personne qui s'est suicidée, et ils ont tiré de ce journal intime donc un album concept basé entièrement sur la vie de cette personne-là. Voilà. Donc Octaédron vous permettra d'aborder Mars Volta de la meilleure des manières à mon avis. Et le dernier disque que j'ai choisi pour ce pack CD, c'est Opeth. Alors Opeth, je l'ai choisi parce que c'est un groupe déjà qui aborde les années 2010 là, hein. On est ça va faire 50 ans que le rock progressif marche, et Opeth c'est surtout un groupe donc plutôt de métal. Alors il faut savoir que le métal progressif a été un genre qui a été assez populaire à la fin des années 90. Il s'inspire évidemment du rock progressif, mais il s'inspire plutôt du côté très épique des morceaux, des albums un petit peu concept aussi, et puis de toute l'imagerie un petit peu médiévale, fantastique, un peu science-fiction aussi, qui traînait autour du rock progressif des années 70. Le métal progressif de la fin des années 90 reprenait à leur compte un petit peu la façon de faire des morceaux donc très épiques, un petit peu à la manière de la musique classique, avec des grands mouvements qui faisaient des morceaux assez longs, etc. Mais par contre, ne reprend pas forcément à son compte le côté expérimental, un petit peu chien fou qu'avait le rock progressif. Ils ont quand même sorti des albums tout à fait intéressants. Peut-être qu'on en parlera dans un des prochains packs musique. Et Opeth vient plus ou moins de cette scène-là, même si c'est une partie un petit peu plus agressive de cette scène qui est là. Donc c'est un groupe suédois, un groupe un petit peu qui a été qualifié métal progressif, mais quand même plus dur. Et il sort un album, son
je crois, 4e album, Héritage, qui va, lui, c'est celui que je vous propose là, dans ce pack-là, qui va se tourner complètement vers le rock des années 70. Alors c'est toujours intéressant quand un groupe assez dur, assez ancré dans son époque, comme le métal progressif, le métal très proche du death metal, va se tourner vers le rock des années 70, plutôt lui mélodique et subtil un petit peu, on pourrait le dire. Donc ça donne un album tout à fait étonnant, tout à fait écoutable. Si vous n'écoutez pas de métal, vous pouvez complètement tomber sur cet album, surtout que le groupe Opeth a évincé un petit peu tout ce qui était agressif dans les voix. C'est souvent les voix qui rebutent les personnes qui n'aiment pas trop le métal, notamment le métal agressif. Ici, la voix est tout à fait subtile, ils reprennent à leur compte de cette manière de faire du rock dans les années 70, avec des mélodies très subtiles, très fignolées, et des chansons un petit peu sur le mode des jam bands, donc comme le faisaient, on va dire, les premiers groupes de rock progressif. Voilà pour ce pack de rock progressif. J'espère que ça vous aura donné envie, de l'emprunter. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà bien assez longtemps que je parle pour le rock progressif. On reviendra plus tard sur les autres packs qu'on aura mis en place ici à la médiathèque. Je vous laisse avec un morceau de King Crimson tiré donc de l'album In the Court of the Crimson King, qui est proposé ici dans le pack rock progressif, et donc l'album fondateur, on va dire, du rock progressif. Et ce morceau-là, qui est peut-être l'un des plus connus de King Crimson, c'est 21st Century Schizoid. J'ai toujours du mal. 21st Century Schizoid Man. Je suis encore une fois désolé pour mon accent horrible en anglais. C'est un morceau qui, à mon sens, donne une vision d'à peu près tout ce que le rock progressif peut donner. C'est une musique qui est à la fois extrêmement mélodique, un petit peu portée sur l'improvisation, avec une influence très importante du jazz, avec aussi un son assez lourd et assez, pour l'époque, on est en 69 là, cet album, on a l'impression presque d'entendre un groupe de hard rock à la limite, et une façon de composer totalement nouvelle. Alors, il faut savoir que ce morceau-là, 21st Century Schizoid Man, a été notamment repris et de manière récurrente par le groupe Noir Désir. Donc on peut pas dire que Noir Désir soit vraiment un groupe de rock progressif, c'est plutôt du rock on va dire classique, mais il le reprenait sur scène très souvent, même à chaque concert je crois, dans une version qui ressemble pas vraiment à l'original, mais qui montre aussi toute l'influence qu'a eu un groupe comme King Crimson sur toute la sphère musicale populaire, et notamment dans le rock. Voilà, donc je vous laisse avec 21st Century Schizoid Man, et n'hésitez pas à venir emprunter ce pack de rock progressif, que vous connaissiez ou pas le genre. Je vous remercie, et tout de suite King Crimson.